Chers amis résistants, bonjour. Mercredi 30 septembre aujourd'hui. Réfléchissons sur ce qui se passe dans le monde et il s'en passe des choses. Alors tout d'abord, pour nos amis animalistes, je suppose que vous êtes satisfaits d'avoir entendu hier la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, annoncer quelques mesures qu'elle envisageait d'adopter en faveur de la cause animale. Fermeture des élevages de visons pour la fourrure, hein, vous connaissez le slogan, fourrure sur le dos, du sang sur les mains. Hein. Bon, mais les snobinards, ils ont besoin de fourrure. Voilà, là c'est comme ça. Alors il faudrait peut-être les soigner un peu et que l'on se passe de fourrure. Il reste 4 élevages de visons en Europe, en France. Et le ministère envisage leur fermeture. De même, la ministre a annoncé son intention de ne plus voir d'animaux sauvages dans les cirques et qu'il n'y ait plus de reproduction de dauphins et de cétacés dans les delphinariums. Voilà, des mesures qui vont dans le bon sens, que nous devons saluer comme telles. Petit inconvénient pour le moment, pas de calendrier, pas d'arrêté pris dans l'immédiat. Donc ces mesures sont à intervenir. J'ai bien conscience, et vous en avez conscience, qu'on ne peut pas, par un coup de baguette magique, par un arrêté, régler le sort des 500 fauves qui restent encore dans les cirques en France. Il faut que ce soit progressif. Néanmoins, un calendrier eût été heureux hier d'être annoncé, à savoir quand ces mesures prendraient effet. Bien. Je ferai un parallèle avec ce qui s'est passé cet été. Le 28 août, le ministère annonçait que cette année ne serait pas reconduite pour une année, la chasse au gluot, le 28 août. Le lendemain, le ministère prenait un arrêté qui autorisait le tir des tourterelles des bois. 17 460 tourterelles pouvaient être tuées. L'arrêté prenait effet immédiatement. Pourquoi cet arrêté était-il pris au dernier moment, alors qu'il allait prendre effet immédiatement? Parce que le chef de l'État savait parfaitement que son arrêté était illégal et qu'il allait être censuré par le Conseil d'État en référé. Donc, pour permettre aux braconniers de tuer des tourterelles, il fallait que l'arrêté soit pris au dernier moment et qu'il prenne effet immédiatement. Sinon, le Conseil d'État, s'il avait été pris 15 jours avant, aurait suspendu l'arrêté qui n'aurait pas pu prendre effet. C'est ce qui s'est passé. Le Conseil d'État a pris sa décision le 11 septembre à la requête de la LPO et de One Voice. Très bien, l'arrêté était suspendu, mais près de 10 000 tourterelles ont été tuées entre le 29 août et le 11 septembre. Bon, donc c'est un parallèle que je fais parce que d'un côté, il y a des annonces qui sont positives et je les salue comme telles et sans arrière-pensée, je dis très bien, parce que, voyez-vous, les ennemis de la Terre croient utile de payer les animalistes de mots, c'est-à-dire de leur dire, voyez comme on est formidable, on a l'intention de, on reconnaît que, mais on agit lentement. On montre la direction, mais on ne se met pas en marche, si je puis dire, pour faire un jeu de mots. On ne se met pas en marche. On montre la direction. Et on fait des propositions de loi. Des députés déposent des propositions de loi d'abolition de la corrida, d'abolition de la chasse à courre, propositions de loi qui font très plaisir aux associations, mais qui ne seront jamais examinées. Eh bien néanmoins, voyez-vous mes amis, ce n'est pas que négatif. Parce que ça va dans le bon sens sur le plan culturel. C'est une théorie de Gramsci, si vous voulez. Avant de gagner sur le plan des faits, de la politique, de la réalité du droit, il faut gagner dans les têtes et gagner la bataille culturelle. Et cette bataille culturelle, nous la gagnons. Nous sommes en train de la gagner et les tortionnaires, les sadiques, les ennemis de la terre, les tueurs, le savent et se crispent et nous injurient et essaient au maximum de tout bloquer. Ils y parviennent. Néanmoins, les idées progressent. Les idées progressent et l'immense majorité de nos contemporains savent qu'un animal n'est pas une machine, c'est pas une chose, c'est pas un objet,
c'est un être sensible, c'est un être vivant, c'est un être comme nous, et que cet être comme nous doit être respecté dans sa sensibilité et dans sa vie. Et cette bataille-là, nous sommes en train de la gagner. Alors évidemment, les politiques, eux, sont en décalage. Ils suivent, mais de très loin, l'opinion publique. Ils suivent de très loin. La ministre a annoncé des mesures à venir qui vont dans le sens de ce que souhaite l'opinion. Oh, elle n'a pas touché à ce que les lobbies gardent trop bien. Quelle est la torture la plus évidente, la plus criante, la plus scandaleuse qui existe dans notre pays? C'est la tauromachie. Parce que là, pendant 20 minutes, on torture un animal pour le mettre à mort, pour faire jouir une foule sadique. Eh bien ça, évidemment, pas question pour le moment d'abolir la tauromachie en France. Pourquoi? Parce que des lobbies défendent cette pratique. Oh, pas l'opinion publique. 80, 90, 75% des Français sont contre la tauromachie, contre la chasse à courre. C'est ce que disent tous les sondages faits par les instituts spécialisés et à l'initiative de tous les organes de presse. On le sait, une majorité de Français serait pour l'abolition de cette pratique, cette torture. Mais ça, la ministre n'en a bien sûr pas parlé. Parce que là, la pratique est trop bien gardée. Et les lobbies font la loi. Mais s'il y a une mesure qui devrait être prise, c'est évidemment l'abolition de la corrida. Alors, certains vont me dire, mais dans certaines régions, il y a un public. Bien sûr, mais savez-vous que jusqu'en 1938, les exécutions capitales, la peine de mort, étaient pratiquées en public, soit sur les places publiques au XIXe siècle, soit aux portes des prisons au début du XXe siècle. Et qu'est-ce qui se passait? Mais des foules se pressaient pour voir couper un homme en deux. C'était un spectacle pour certains. Et les politiques ont dû interdire le caractère public des exécutions capitales vers 1938 parce que des scènes scandaleuses avaient été observées. Des dames du monde venaient tremper leurs mouchoirs dans le sang des condamnés à mort. Donc qu'il y ait des sadiques, des malades, des tarés, des gens dangereux, pour aller jouir de la mort et de la souffrance d'un être, mais ça malheureusement, vous en trouverez toujours, comme vous trouverez des pédophiles, des violeurs, des assassins. Mais ça ne justifie pas qu'on autorise la pédophilie, le viol ou l'assassinat. C'est pas parce qu'il y a un public pour aller voir les corridas, un public de gens dangereux, de gens sadiques, ou de gens qui n'ont pas réfléchi et qui font ça parce que le père le faisait, le grand-père le faisait, que la foule le fait, et que l'on suit la foule, et que ça évite de penser, les autres le font, donc je le fais. Voilà. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a ce phénomène-là qu'il faut tolérer l'intolérable. C'est intolérable de torturer un être vivant. C'est intolérable, une chasse à courre, c'est intolérable. Là aussi, c'est de la torture. On poursuit un animal pendant des heures, on le soumet à des morsures de chien, et pour l'achever au couteau, pour le noyer dans un étang, alors qu'il est épuisé, Mais on peut se demander, mais comment à notre époque, des hommes peuvent-ils avoir si peu de conscience pour faire de telles choses? Alors je ne suis d'ailleurs pas de ceux qui disent il faut arrêter les abus de la chasse. Non, la chasse est un abus. Le fait de tuer pour se distraire n'est pas admissible. Que l'on tue pour se défendre, pour se nourrir, on peut le concevoir. On peut le concevoir. Je conçois très bien que dans les sociétés primitives, qui n'ont que ça pour vivre, la chasse vivrière s'entend. Je ne la pratiquerai pas, rassurez-vous, mais je peux le concevoir. Mais que l'on fasse ça pour tromper l'ennui d'un dimanche, c'est inadmissible, voyez-vous. Moralement, c'est inadmissible, c'est sur le plan éthique tout à fait intolérable. Bon, donc si vous voulez, abolissons tout ça, et faisons-le sans délai, sans ces précautions qui font que les lobbies tiennent les politiques et qu'en France notamment, le chef de l'État veille bien à garder les intérêts de ces lobbies auxquels il cède, parce que si vous remarquez, quand on annonce des mesures en faveur des animaux, on annonce des mesures. Quand on prend des mesures en faveur des tueurs, c'est tout de suite un arrêté qui s'applique immédiatement, en sachant très bien que cet arrêté est illégal et va être censuré. Que peut-on penser d'ailleurs
d'un décideur, d'un chef d'État, qui prend des mesures qu'il sait illégales, qu'il sait qui vont être annulées par le juge administratif, mais qui les prend quand même. Est-ce que c'est qualifiable? Je vous laisse le soin de qualifier ça. Et je vous laisse le soin de penser ce que vous devez penser de ces personnages-là. Mais il y a une question que je voudrais élever à ce niveau-là. C'est, au fond, quel est le sort de l'humanité? Vous êtes confronté actuellement à ce problème sanitaire, qui préoccupe les gens à juste titre, parce qu'on est en présence d'une maladie qui est une maladie sérieuse, qui provoque bien des lésions, qui provoque des décès, qui pourrait en provoquer davantage, et on se rend bien compte que l'humanité face à un virus est relativement désarmée. On est souvent orgueilleux, nous les humains, et on se croit fort, on se croit invincible, on croit que nos sociétés technologiques, très, très avancées sur le plan des sciences et des techniques, est à l'abri de bien des choses. On est à l'abri de rien du tout. L'humanité peut survivre, peut progresser, peut accéder à des conquêtes nouvelles, mais l'humanité peut aussi disparaître. L'humanité peut un jour être anéantie. Et croyez-moi, ça ne fera pas, comme je le dis quelquefois, frissonner le cosmos. D'ailleurs, si l'humanité avait une valeur, l'humanité qui n'est qu'une abstraction, ça n'existe pas, vous ne pouvez pas donner un coup de pied à l'humanité, vous ne pouvez pas serrer la main de l'humanité, vous ne pouvez pas dire du bien à l'humanité. Non, l'humanité c'est une abstraction, c'est une espèce. Bon, ce qui compte, c'est les individus qui la composent. Une espèce n'est jamais qu'une addition d'individus, individus présents à un moment donné et individus futurs de ceux qui la composeront demain, mais ce n'est jamais qu'une collection d'individus. Si tous ces individus disparaîtraient, l'espèce disparaîtrait. Et notre espèce est une espèce comme les autres. Donc, si vous voulez, moi je n'ai pas le fétichisme de l'humanité en tant qu'abstraction. Vous n'allez pas dîner un jour avec l'humanité, vous allez dîner avec telle ou telle personne. Or, malheureusement, les humains, comme tous les êtres vivants, sont éphémères, sont soumis à la finitude, ce qui montre bien que pour le cosmos, nous n'avons aucune valeur, ni en tant qu'individu, puisque nous disparaissons, ni en tant qu'entité abstraite qu'est une espèce. Donc ne pensez pas, ça c'est un orgueil que je perçois chez certains, ce serait impensable que l'humanité disparaisse. Mais c'est pas du tout impensable. La planète s'en porterait très bien, et si la planète elle-même disparaissait un jour, si le système solaire disparaissait, le cosmos s'en passera très bien. Ne croyez pas. Bon, et je vous dis cela parce que, vous voyez qu'un petit virus qui provoque une pathologie qui est ce qu'elle est, ébranle complètement le système économique, social, voire psychique des populations, avec tous les excès en tout genre que l'on voit. Les excès de panique, mais aussi excès de bravache, de beaufrerie, de sérieux du tout, non. Les gens ne prennent pas les choses d'une manière rationnelle. Ils ne prennent pas les choses d'une manière rationnelle. Ils agissent tous dans l'irrationnel, soit dans la phobie, dans la peur, soit au contraire dans la négation et les rodomontades de cow-boys. Bon, c'est ce qui est aussi ridicule d'un côté que de l'autre. Bon, et on voit qu'on est désarmé face à cela. Nos sociétés ne sont pas à l'abri d'une agression extérieure. Et en effet, on peut très bien concevoir qu'un jour, notre entité qu'est l'humanité disparaisse. Comme aussi on peut concevoir qu'on s'en sorte. Pas de ce virus-là, mais d'autres agressions qui peuvent intervenir dans l'avenir. Et pour ça, eh bien, on voit aussi que notre science est quand même encore bien désarmée. Ce que j'appelle la biomédecine, c'est-à-dire la recherche fondamentale dans les sciences de la vie, gagnerait à être boostée davantage pour faire reculer la souffrance et la mort. Mais les politiques ne mettent pas le paquet, comme on dit vulgairement, sur ces sujets-là. Pourquoi? Ça rapporte sûrement pas assez. Ça rapporte beaucoup plus de créer des gadgets électroniques que l'on voit à prix d'or et qui permettent aux firmes de spéculer que de faire reculer le cancer, l'Alzheimer et les maladies virales. Bon, alors maintenant, on fait de la recherche intensive pendant quelques mois parce qu'il y a ce problème et il y a des enjeux économiques, mais c'est avant qu'il fallait travailler là-dessus et c'est sur des problèmes de fond. Il faudrait que les États consacrent bien davantage de moyens humains et financiers à la recherche biomédicale qu'à la recherche technologique ou militaire, ce que l'on fait évidemment pour des raisons de puissance et de gagner de l'argent. Bon,
si vous voulez, l'épidémie actuelle, la pandémie actuelle, a tué près d'1 million de personnes. C'est 1 million de scandales, puisque toute mort est un scandale. Donc c'est 1 million de scandales. La grippe espagnole, il y a 100 ans, avait tué 30 à 40 millions de personnes sur Terre. 30 à 40 millions de personnes. Et pourquoi? Parce qu'en 1919, le virus qui sévissait tuait autrement. Il tuait en provoquant, en fait, c'est pas le virus qui tuait, il favorisait des pneumonies, c'est-à-dire des infections bactériennes qui s'ajoutaient à l'infection virale. Et à l'époque, on n'avait pas les antibiotiques. Maintenant, on a les antibiotiques. Et la grippe, qu'on appelait la grippe espagnole, bien qu'elle ne vienne pas d'Espagne, cette grippe ne tuerait pas aujourd'hui comme elle a tué il y a 100 ans. Dans 100 ans, dans 100 ans, que sera l'humanité? Ah, vous ne le savez pas, moi non plus. Moi non plus. Et tout est possible. Et c'est cela que je voudrais vous montrer. Nous sommes à un carrefour. Tout est possible. Si des gens de mieux mènent le monde vers davantage de respect de la vie, vers la recherche fondamentale que je préconise, celle de la biomédecine, on peut gagner des batailles et faire que les gens de demain vivent mieux, plus longtemps, et écartent de la souffrance le plus possible. Ou inversement, on peut aller vers des catastrophes et vers la disparition de l'humanité. Tout dépend de ce que les peuples vont faire. Or, les peuples, actuellement, élisent des Trump, des Bolsonaro, des Poutine, des Erdogan, et en France, allez, je ne vais pas dire de nom, mais enfin, quand vous pensez que en 2017, il y a eu 20% d'électeurs, de pauvres gens, pour voter pour un individu comme François Fillon, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça en dit long sur le degré d'ignorance des gens ou d'incompréhension de ce qu'est le monde. 20% d'électeurs ont voté pour un type qui aime la chasse, la tauromachie, les courses automobiles, et qui voulait supprimer 500 000 emplois. Oh, bien sûr, pas ceux de sa famille, pas les siens. L'État est en faillite, mais on aime bien mettre les mains dans le pot de confiture. 20% des électeurs ont voté pour François Fillon. Aux États-Unis, beaucoup de gens votent pour Trump. Au Brésil, beaucoup de gens votent pour un Bolsonaro. Inquiétant, voyez-vous. Ce monde reste inquiétant et l'humanité n'a pas gagné sa bataille. Elle n'a pas gagné son permis de survivre. Parce que le permis de survivre, ça passe par un mieux. Ça passe par une élévation éthique. Ça passe, bien sûr, j'entends les beaufs, les ringards, les conservateurs, de dire les bons sentiments, la solidarité, l'altruisme, ça ne suffit pas pour faire une bonne politique, sans doute. Mais les mauvais sentiments, l'aigreur, le rance, la haine, ça suffit pour en faire une très 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 mauvaise politique. Et actuellement, quand je parle de ces gens-là, que je viens de vous citer, c'est l'aigreur, c'est le repli, c'est la haine, c'est le rejet. C'est le rejet dans tous les domaines. Et on l'observe partout. Et ça, je vous en parlerai sans doute la prochaine fois. J'ai fait une petite divergence avec le philosophe Michel Onfray, qui voyait dans la montée de l'islamisme une bonne santé de l'islam par rapport à une, entre guillemets, mauvaise santé et usure de la civilisation occidentale. Je suis absolument pas d'accord avec lui sur ce point. L'islamisme fasciste, l'islamo dur, politique, je ne parle pas de religion, je parle de politique, le djihadisme, tout ça, c'est pas une bonne santé, c'est au contraire le sursaut d'agonie d'une civilisation qui s'est constituée il y a 1500 ans dans les dunes du désert, quand les hommes circulaient en chameau, et qui, bien sûr, se meurt aujourd'hui confronté aux technologies modernes. Parce qu'un ayatollah qui roule en Mercedes ne peut pas tout à fait penser et vivre comme un type qui vivait sous la tente au 6e ou au 7e siècle. C'est pas possible. Et c'est cette mauvaise santé, c'est cette crispation, ces sursauts d'agonie auxquels on assiste dans ces crispations identitaires de notre temps. Non, c'est pas un signe de bonne santé. C'est au contraire le sursaut de l'agonie. Voilà. Bon, écoutez, je vous donne, si vous le voulez bien, rendez-vous pour d'autres réflexions la semaine prochaine, et je remercie ceux qui diffusent nos chroniques où nous réfléchissons sur la vie, sur la mort, sur le monde, sur l'arbre,
l'animal et l'homme, sur la grande solidarité du vivant, sur la victoire de la vie sur la mort. À bientôt mes amis, si vous le voulez bien.